La boutique de sciences Accès Savoir que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un projet basé sur une pédagogie critique transformatrice, etc., mais de façon très concrète. Donc je vais illustrer un peu cette perspective. D'abord, je vais commencer par dire qu'est-ce que c'est qu'une boutique de sciences, tout simplement. Vous allez comprendre par la suite, c'est un programme, une organisation qui met en lien des groupes de la société civile. Alors ça peut être des associations, des CPE, des organismes communautaires ou d'économie sociale, en tout cas qui sont tous à but non lucratif et qui n'ont pas un gros budget ou pas du tout de budget de recherche-développement, n'est-ce pas? Et qui ont quand même besoin, et qui s'en rendent compte, d'avoir accès à une forme de connaissance scientifique ou technique qui est disponible dans les universités. Et donc la boutique de sciences les met en contact avec des universitaires, des professeurs et des étudiants pour réaliser des projets dans le cadre d'un cours. Donc je vais vous expliquer plus en détail, mais c'est le principe d'une boutique de sciences. Même si le mot boutique en anglais c'est science shop, le mot boutique est peut-être trompeur, c'est complètement gratuit. C'est vraiment un échange de services. C'est né aux Pays-Bas, comme je le racontais tout à l'heure, c'est né dans un contexte environnemental, puisque c'était une association de riverains d'un lac aux Pays-Bas qui s'inquiétait de la qualité de l'eau et qui donc a contacté des étudiants de maîtrise en hydrologie dans une université aux Pays-Bas, je ne me souviens plus laquelle, pour leur demander de venir faire l'analyse du lac. Et les étudiants l'ont fait et ont trouvé ça tellement pertinent qu'ils ont décidé de systématiser la chose et d'offrir comme ça leurs services à toutes les associations et groupes. Et c'est comme ça qu'est née, dans les années 70, la première boutique de sciences, Science Shop. Alors, les années 70, je relisais récemment des textes sur cette période, c'est l'effervescence des universités qui s'ouvraient, qui critiquaient la hiérarchie universitaire, dogmatique, etc., qui s'ouvraient beaucoup à la participation des citoyens dans toutes sortes de projets qu'aujourd'hui les étudiants n'imaginent même pas, tellement notre université est devenue bureaucratisée, technocratisée, managériale, etc. Quand on relit ce qui se passait dans les universités dans les années 70, c'est vraiment palpitant et on peut très bien imaginer la naissance de ces boutiques de sciences qui ont essaimé ensuite en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas, etc. Puis, bon, c'est un petit peu ce mouvement, il y en a plusieurs qui ont périclité dans le fond parce qu'elles étaient portées à bout de bras par ces étudiants, puis à un moment donné ils s'en vont, etc. Et c'est en 2001 que la Commission européenne, encore une fois, un leader extraordinaire de tout ce qui concerne le rapprochement sciences et société, a décidé de privilégier la formule boutique de sciences dans ses efforts pour rapprocher la science et la société. C'est devenu comme ça. Alors qu'au début, c'était un projet qui est vraiment parti de la base du terrain, là, c'est devenu vraiment un programme institutionnel. La Commission européenne a fait une superbe brochure sur les boutiques de sciences à cette époque et surtout a financé plusieurs boutiques de sciences et un réseau international qui existe toujours, qui est bien actif, qui s'appelle Living Knowledge et qui rassemble donc toutes les boutiques de sciences qui existent dans le monde. Il y en a donc énormément en Europe. La Roumanie, par exemple, a choisi aussi la formule boutique de sciences pour toute la diffusion de connaissances scientifiques dans la société. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Chine, il y en a vraiment en Australie, en Amérique latine, il y en a vraiment partout, dans de très nombreuses universités, mais les vétérans, etc., c'est surtout en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande, où il y a une boutique de sciences formidable à l'université de Belfast, qui est un peu une des leaders du mouvement international des boutiques de sciences. Et donc la particularité de ce dispositif de diffusion, de valorisation des connaissances, si vous voulez, il y en a plusieurs. D'abord, la première, c'est que l'origine du travail effectué se trouve dans les organismes qui sont externes à l'université. Donc, c'est très différent
même des projets de community research, etc., où c'est le chercheur qui a une idée de projet de recherche, puis il cherche un groupe pour travailler avec, etc., ou bien ils ont des longues relations avec un groupe en particulier, ils travaillent ensemble à mettre en place un projet de recherche. C'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment... D'abord, c'est des projets beaucoup plus ponctuels, hein, c'est pas souvent de la grande recherche créatrice de nouvelles connaissances. C'est vraiment, ça vient de la pratique, des diagnostics que les organisations posent elles-mêmes sur ce qui leur manque. Et ce pourquoi elles n'ont pas d'expertise, de compétences à l'interne, et elles ne savent pas comment la trouver à l'extérieur. Et donc ça, c'est la particularité. Ensuite, la deuxième particularité, c'est que ce sont les étudiants. Donc c'est le lien avec l'éducation. Ce sont les étudiants qui font les projets, et non pas les professeurs. Alors à l'UQAM, il y a le fameux service aux collectivités qui fonctionne de la même façon, mais ce sont des professeurs qui font les projets, et c'est des projets plus imposants, plus à long terme, avec vraiment une dimension de recherche, les professeurs sont dégagés, etc. Alors que dans une boutique de sciences, ce sont vraiment les étudiants qui font ça, dans le cadre de leur formation, de leur cours. Ça peut être des étudiants de premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. L'autre aspect, et ça je vais vous en parler avec Accès Savoir, c'est que c'est vraiment multidisciplinaire. Alors même on oublie dans le fond les questions de discipline complètement. On a un organisme qui nous fait une demande, on cherche le département ou le programme qui va le mieux répondre à la demande. Mais il n'y a aucun lien. Ça peut être une école qui nous pose une question environnementale, ça peut être un organisme de santé publique qui nous pose une question de comptabilité, peu importe. Un des projets qu'on a fait avec Accès Savoir, par exemple, c'était pour un organisme que vous connaissez d'ailleurs en environnement, une fondation, disons, je ne veux pas la nommer tout de suite, là, mais une fondation qui s'occupe d'environnement et qui voulait réfléchir à une politique d'acceptation des dons. Est-ce qu'ils ont besoin d'argent au point qu'ils sont prêts à accepter des dons de, je sais pas moi, Petrolia et compagnie, ou non? Comment les guider là-dessus? Et donc, on a trouvé des étudiants en éthique, un étudiant en philo, dans le fond, et une étudiante en bac, et une étudiante de doctorat en relations industrielles qui s'intéressait à l'éthique organisationnelle. Et ensemble, ils ont fait une recherche et des propositions pour cet organisme-là. Donc là, on a dans ce projet-là, qu'on aime beaucoup, on a vraiment 2 niveaux d'études qui se sont mis à travailler ensemble et 2 disciplines qui se sont rencontrées. Multicycle, donc de la recherche, comme je vous disais, là, pour l'étudiante de doctorat, ce projet-là a donné lieu à un deuxième terrain. Elle avait son terrain principal de thèse, et pour elle, ce projet, ça lui a donné un deuxième terrain. Mais parfois, c'est beaucoup plus technique, mais c'est très important aussi. Par exemple, moi, je suis prof dans un département de communication, et on a, dans notre société communicationnelle, énormément de demandes d'organismes pour les aider dans leur communication. C'est fascinant. Et là, dans mon cours, cette session-là, je fais 12 projets. J'ai 12 mandats, 12 organismes qui nous ont fait des demandes, soit pour un plan de com, soit pour les aider à gérer leur image, à animer une communauté, refaire leur site web, peu importe. Alors, il y a vraiment de toutes sortes de projets possibles. Alors, donc là, je vous présente une affiche. C'est une affiche que je vais présenter justement dans 2 semaines au Congrès international des boutiques de sciences à Copenhague, n'est-ce pas? Je suis très contente d'aller là pour la première fois. Et donc, c'est une affiche qui raconte un peu l'histoire d'Accès Savoir, qui est donc la boutique de sciences de l'Université Laval. Alors, en bas, vous ne le voyez peut-être pas, je suis désolée, mais de toute façon, je vais vous la raconter. C'est les étapes. Donc, moi, j'ai eu l'idée de tout ça en 2007. J'ai découvert les boutiques de sciences, parce que je travaille par ailleurs sur la démocratisation des sciences, etc. en général. Je suis tombée un jour sur un petit article belge d'ailleurs, un chercheur belge qui présentait les boutiques de sciences. Et là, je me suis mise à fouiller. J'ai trouvé ça génial comme idée. Je me suis dit, il en faut une à l'Université Laval. Donc, voilà comment a commencé cette histoire. Donc, 2008-2009, alors j'étais une prof d'université. Je me suis dit, bon, je vais faire ce que font les profs d'université. J'ai fait des demandes de subventions dans un programme, j'étais très, très naïve, mais quand même, aux instituts de recherche en santé, vous savez, là, ceux qui financent la santé au Canada, il y avait un programme qui s'appelait Mobilisation des connaissances. Alors, je me suis dit, tiens, ça ressemble à une boutique de sciences, je vais essayer. Et donc, j'ai fait 2 fois le projet.
Et les 2 fois, on m'a répondu c'est très intéressant comme projet, mais il n'y a pas assez de données probantes. Je me suis dit, bon, dans ce cas-là, je vais aller voir ailleurs. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir des alliés, déjà, une dizaine de profs qui se sont joints à moi, surtout entre la première et la deuxième demande, et surtout une dizaine d'organismes, regroupement des organismes communautaires, des organismes surtout en santé, services sociaux à l'époque, là, c'était ce que je connaissais le mieux. Et donc, ça m'a permis, moi, de raffermir ma conviction que ça valait la peine de continuer le combat. Alors ensuite, j'ai eu le genre de courriel dont on rêve un jour, un matin, dans ma courriel en disant « Bonjour, je viens de lire votre texte sur les boutiques de sciences. Ça m'apparaît une très bonne idée. Est-ce que je peux vous aider ?» Et ça venait de la PDG du CETREC, qui est le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec. Je dis « Bon, excellent. » En même temps, l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval voulait trouver une formule pour justement aider, ne pas faire juste de la consultation payée pour des ministères, mais aider des organismes communautaires sur les questions éthiques. Alors on s'est dit, on va le faire. Alors on n'avait pas d'argent, juste un petit, je sais pas, 2000 $ grappillés de ci, de là, et on a fait un lancement, on doute de rien, on a fait un lancement le 4 avril 2011, mais ça a permis de faire parler petit à petit de la boutique de sciences, donc à la faculté des lettres qui nous a accueillis. Après ça a été long. J'ai pu engager que des gens à temps partiel, puis elles partaient, tout ça. Mais bon, on a construit des petites choses, un site internet, etc. Puis, à un moment donné, j'ai un collègue qui me dit « Développement durable. Ton projet, c'est du développement durable. Tu ne le sais pas, mais c'est du développement durable. » Or, le vice-recteur à l'Université Laval, il aime le développement durable. Il veut développer le développement durable. Va le voir. Je lui écris, étonnamment, directement, là, sans passer par personne. 2 jours plus tard, j'ai un rendez-vous. Je vais le voir, je lui déballe ma salade, à peu près ce que je viens de vous dire. Il me regarde et me dit « On le fait !» Je dis « Waouh !» Et effectivement, là, il y a eu la course au rectorat. Bon, je me suis présentée contre cette équipe-là. Bon, c'était le mouvement étudiant aussi. On va temporiser un petit peu. Mais dès l'été suivant, ils m'ont donné une première subvention qui m'a permis d'engager enfin une vraie coordonnatrice à temps partiel, mais quand même vraiment engagée. Il y a des organismes externes, le Forum Jeunesse, les C3S de la région, qui nous ont donné aussi un peu d'argent. On a pu engager une deuxième personne. Et l'hiver 2013, on a fait un vrai projet pilote. On a réussi à faire 8 projets, 22 étudiants, 6 professeurs, 4 facultés. Donc déjà, c'était vraiment intéressant pour la mise en place de tout ça. Puis ça a continué. Et cette session-là, en une seule session, celle d'hiver qu'on est en train de faire, on a 18 projets en cours pour 20 organismes, on touche 5 facultés et 220 étudiants. Alors vraiment, on a un bel air d'aller. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien? Ah, parfait. Alors, donc mes motivations, comme je vous le disais, elles étaient multiples. Et c'est un peu un sens qu'on pourrait donner au développement durable aussi, c'est que les ressources soient intelligemment partagées. Donc, transformer un peu l'attitude de mon université face à sa société, à sa communauté, qu'elle arrête de viser uniquement les palmarès internationaux, etc., pour faire des choses concrètes dans son milieu. Sensibiliser les étudiants, leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir les horizons sur ce qui se fait autour d'eux, tout simplement, qu'ils ignorent totalement parce qu'ils regardent essentiellement la télé et Facebook. Et puis évidemment, aider les organismes communautaires que moi j'avais appris à connaître, non pas par militantisme, là, parce que je suis une pure intello, là, un pur produit universitaire, mais parce que je suis une anthropologue, toujours curieuse, hein, toujours dans le terrain, et puis j'ai découvert toutes sortes d'organismes, de projets qui m'ont fascinée, puis petit à petit j'ai commencé à avoir toutes sortes de contacts. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Nathalie Bouchard, qui est la coordonnatrice, qui est une ancienne coordonnatrice justement d'un très important organisme communautaire de Québec. Donc, comment l'université peut aider? Moi, en tout cas, j'imagine que si vous êtes là, vous connaissez ces organismes communautaires, économie sociale, mais ils font tellement, avec tellement peu. Je veux dire, quand j'entends, moi, excusez-moi pour les profs qui sont ici, mais quand j'entends mes profs se plaindre parce qu'ils n'ont pas assez de services de secrétariat pour je sais pas quoi, puis que je vois... Hein, pour moi, il y avait comme une incohérence dans ma tête entre ce que je vivais dans mon milieu de travail, donc on est extrêmement choyé, etc. Et puis je voyais ces organismes qui font des miracles avec pas grand-chose. Je me suis dit là, il faut réconcilier ça, il faut faire quelque chose.
il faut aider, mais pas aider de façon paternaliste, évidemment. Et donc, c'est pour ça que c'est si important pour nous, et c'est un critère absolu, les demandes, bon, sauf dans certains cas où j'ai un petit peu stimulé la demande, mais les demandes doivent venir des organismes et de leur capacité de faire un diagnostic sur qu'est-ce qui pourrait les aider. Et on a quand même un travail à faire. Quand je dis stimulation, c'est que les organismes ne se rendent pas forcément compte que l'université peut les aider. C'est ça que j'ai trouvé triste aussi. Pour eux, l'université, c'est une espèce de boîte noire au milieu de la forêt, où de temps en temps, il y a le soleil, il y a une page qui raconte des choses dessus, mais ils ne se rendent pas compte, sauf quand ils ont des rapports interpersonnels particuliers avec un prof d'université, mais de ce point de vue-là, ce n'est pas équitable. Et quand on leur ouvre la porte, je dis, on n'a pas fait de publicité, rien du tout. Là, on a 16 projets qui attendent. Tout de suite, quand ils comprennent ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ils ont 1001 idées à nous proposer de projets. Les principaux obstacles et défis. Alors, je les ai mis en haut. Équilibre, j'ai entendu le mot, c'est un des enjeux, c'est un travail d'équilibriste, de coordonner Accès Savoir. Il faut atteindre un équilibre entre les attentes des organismes, alors il y en a des fois qui pensent qu'on va les sauver, hein, qui ont du mal à apprécier ce que les étudiants peuvent faire. Donc, équilibre entre les attentes des organismes, les capacités et disponibilités des étudiants, parce que je vous assure que fixer des rendez-vous, c'est pas simple, l'autonomie des professeurs dans leurs cours, et le calendrier universitaire. Alors, des fois, les organismes ne se rendent pas compte qu'il y a des débuts de session, des fins de session, etc. Et de la même façon, les profs et les étudiants ne se rendent pas compte que les organismes, ils ont une vie en dehors d'eux. Et donc, c'est vraiment un travail de délicatesse et d'équilibre entre tous ces acteurs. C'est vraiment un travail de médiation. Ensuite, créer une relation significative entre les étudiants et l'organisme, au-delà du clientélisme. Alors, dans le cadre d'une pédagogie critique transformatrice, c'est vraiment l'idée que les étudiants ne voient pas ça simplement comme une assignation parmi d'autres, puis, au lieu que ce soit pour le prof, c'est pour l'organisme. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Hein, les étudiants découvrent. J'oublierai jamais ce moment, quand on a fait la liste de tous les mandats qui étaient proposés dans mon cours, les étudiants, ils écoutaient ça, la liste de tous les organismes, de tout ce qu'ils faisaient. Ils n'en avaient jamais entendu parler, ils découvraient un monde. Ils étaient mais vraiment ébahis. Et donc là, la relation qui se crée est différente dans chaque cas, mais souvent, la plupart du temps, on veut que les étudiants aillent sur place. Alors, par exemple, il y a un projet pour l'Aubrivière, il y a un projet pour un drop-in, qui est un centre d'accueil inconditionnel pour les personnes vraiment dans la rue, là, ou prostituées, etc. On a eu un cours des étudiants de MBA qui sont allés sur place rencontrer les femmes parce que le projet supposait de les aider. Ça les a bouleversés. Et c'est exactement le genre d'expérience pédagogique qu'il me semble que l'université doit offrir à ses étudiants, plutôt de les conforter toujours dans leur zone de confort. Mais donc, c'est tout un travail et c'est tout à fait passionnant. Et les étudiants sont vraiment, vraiment heureux de ces expériences. Ils ont appris. Obtenir un budget stable, donc c'est toujours pas le cas. Là, on est à deux mois du renouvellement de l'année financière. Hier, le vice-rectorat m'a dit oui, on tient au projet, on va vous aider, on va vous appuyer. Bon, il faut apprendre à vivre avec ça, mais je trouve ça injuste et dur, surtout pour les gens qui travaillent. Mais en même temps, j'ai compris que je suis déjà très chanceuse d'avoir fait tout ça, donc je reste optimiste. Mais je pense que l'université voudrait de plus en plus utiliser Accès Savoir comme projet sur l'engagement social dans le cadre de sa politique de développement durable. Donc je me dis, stratégiquement, là, ils vont continuer à nous appuyer. Identifier les cours et négocier avec les profs. Alors, autant les organismes sont vraiment emballés, les étudiants aussi, autant les profs ont des réticences. C'est-à-dire, certains profs, là, embarquent tout de suite, mais beaucoup de profs qu'on approche ont des réticences parce qu'ils ont l'impression que ça va compliquer leur vie, que ça va leur demander beaucoup plus de temps, plus de ressources. Mais ce qu'on leur dit, c'est que précisément, si la coordonnatrice d'Accès Savoir est là, c'est pour éviter ça, puisque c'est elle qui va se charger de cette relation avec l'organisme, etc. Et donc les profs réticents au début, finalement, sont emballés. Il y en a même qui ont modifié complètement leur plan de cours pour intégrer systématiquement, il y en a une en administration, au centre d'administration, pour intégrer systématiquement des mandats Accès Savoir dans son plan de cours.
Moi, je viens de le faire aussi. Hein, je l'avais fait à la maîtrise, là, je l'ai fait au bac, d'intégrer 12 mandats d'un coup. Là, c'est un peu beaucoup, mais quand même, on y arrive, c'est intéressant. Mais donc, c'est d'approcher les profs. Et là, c'est vraiment par le bouche à oreille, le téléphone. Là, ce qu'on espère, c'est que l'Institut EDS va pouvoir nous aider de plus en plus pour les projets en environnement, même si le développement durable, c'est plus que ça. Parce que là, on a surtout commencé santé, services sociaux, parce que c'est les organismes, dans le fond, qu'on connaissait le mieux. Mais on a fait des projets déjà pour le regroupement des organismes de bassins versants. On a eu une demande pour faire une analyse de qualité de sol aussi. Mais finalement, à cause de la saison, ça n'a pas pu se faire tout de suite encore. Donc, on espère sortir là un peu des sciences sociales, sciences humaines, et selon les projets qui vont nous arriver, on espère qu'on va trouver des professeurs qui vont accepter de faire les mandats. Et donc, c'est pour ça que moi, je viens souvent parler d'Accès Savoir pour justement générer cet appui-là. Voilà. Et ensuite, bon, ce qui nous a aidés à réussir ce qu'on a réussi, je trouve qu'on a réussi, d'abord, c'est d'avoir des alliés. Alors, on a eu des alliés solides. Par exemple, ce prof qui m'a suggéré d'aller voir M. Beauce en lui parlant de développement durable. Hein, il a eu une idée, mais toute une idée. Bon. Et parmi la direction de l'université. Donc, même si, évidemment, l'université est une grosse machine complexe, on sent qu'on a quand même cet appui-là. D'avoir une coordonnatrice du milieu communautaire. Donc, Nathalie, elle connaît tout le monde dans le milieu communautaire de Québec. Alors, elle sait comment vivent les organismes. Elle nous a aidés tellement souvent à faire la médiation comme il faut, à traduire, dans le fond. Quand un organisme disait quelque chose dans ses mots, ben, elle arrivait à le traduire pour que les étudiants le comprennent, et dans les deux sens aussi. Mais surtout, de faire venir quelqu'un comme ça du milieu communautaire dans le milieu universitaire, c'était vraiment, vraiment formidable. Et puis l'autre personne aussi qui travaille avec nous, c'est un chargé de communication, donc c'est lui qui s'occupe du site web, la page Facebook et tout ça, et c'est un leader étudiant. Alors lui, il connaît aussi tout le monde à l'université. Donc, rien que dans l'équipe, on a réussi à faire ce mariage-là, université et société civile. L'esprit d'innovation, c'est une innovation sociale qu'on a faite, c'est exactement ça. On a réussi à pénétrer l'université, je dirais, en plus des organismes. Faisons-le et ça se fera. Donc, on n'a pas attendu d'avoir attaché tous les fils, tout le budget, etc., que ce soit tout parfait avant d'y aller. On a adopté une autre approche qui est plus celle du milieu communautaire, disons, mais qui a produit finalement ces résultats avec de la patience et de la persévérance et de la confiance. Ça, c'est le point 7. Le support d'organisations externes qui y ont cru. Donc, quand on dit que le Forum Jeunesse nous appuie, la Conférence régionale des élus, les 2 centres de santé de Québec, c'est bon signe, là. Et ils sont étonnés, mais finalement, ils trouvent ça bien intéressant, tout ce qu'on fait. Et la création d'un comité consultatif paritaire. Donc, on a créé, dès le début du projet pilote, un comité consultatif qui est composé à la fois de profs, d'étudiants et de représentants d'organismes communautaires. Là encore, des gens qui se parlent ensemble et qui peuvent se passer des messages. Les organismes, disons, qui sont parfois déçus de la lenteur de certains travaux qui se font à l'université. Les universitaires peuvent dire que les organismes sont parfois un peu inconstants dans leurs demandes, etc. Pardon, mais donc ça se parle autour du comité paritaire, même s'il ne se réunit pas très, très, très souvent. Donc ça, ce sont vraiment les atouts qui nous ont aidés. Et finalement, l'identité d'Accès Savoir comme boutique de sciences, précisément. D'abord, on essaye vraiment de bâtir des équipes. Donc les étudiants font très rarement ou jamais, dans le fond, des projets tout seuls, et si possible, des équipes multidisciplinaires. Alors on peut avoir sur un projet, c'est arrivé au moins 4 ou 5 fois, sur un projet, des équipes de différentes disciplines. Ils ne vont pas forcément travailler ensemble, mais ils sont au courant qu'il y en a une autre et ils peuvent s'ils le veulent. Et dans certains cas, dans le cas dont je vous ai parlé, en tout cas, une équipe vraiment multidisciplinaire. On va publier aussi, on ne l'a pas fait encore, faute de ressources, parce que là, les 2 personnes sont à temps partiel, les 2 là. Ce qu'on veut faire, c'est publier tous les rapports en accès libre sur notre site ou sur le futur dépôt institutionnel de l'Université Laval, quand il existera. Pourquoi ? Parce que c'est du savoir qui appartient à toute la communauté.
Et donc, il y a des études qui ont été faites, comme par exemple celle sur l'acceptabilité des dons, qui pourrait être très utile à un grand nombre d'organismes. Donc, on a fait le design de la page couverture, puis là, on prépare l'édition, et on mettra, là, on a donc déjà quasiment une 40aine de rapports à mettre en ligne. Et aussi, donc, notre autre spécificité, c'est qu'on veut accepter des projets qui viennent de pays francophones du Sud. Moi, c'est mon espoir. Je me dis, bon, là, on fait un projet en Gaspésie ou Haïti. Dans tous les cas, on se parle par Skype. Hein. Et donc, on a fait déjà un projet pour Haïti, qu'on a mené jusqu'au bout. Donc, une organisation haïtienne qui nous a fait une demande pour comment mieux en communication, comment améliorer la communication entre toutes les organisations haïtienne, de la société civile haïtienne en cas d'urgence. Donc, un sujet extrêmement pertinent. Et on a en ce moment encore un autre projet avec Haïti. On a une demande d'un organisme colombien aussi. Et donc, je voudrais travailler aussi avec des gens à l'école, des profs à l'école de langue. Je vais aller les rencontrer bientôt. Donc, toutes sortes de projets et vraiment l'axe nord-sud, toujours dans cette idée que la formation à l'université, c'est pas juste de transmettre des compétences et des connaissances, mais c'est de forger des citoyens qui vont comprendre, connaître d'autres réalités que celles de leur discipline et de celles qu'ils voient à la télévision. Voilà.